Bonjour mes chers élèves, nouvelle vidéo sur les signaux analogiques et numériques. L'idée c'est de décrire un petit peu la différence entre ces deux types de signaux et de comprendre comment on peut passer de l'un à l'autre. Alors, les signaux analogiques et numériques, pour définir ce que c'est, un signal analogique, c'est un signal qui va évoluer dans le temps de façon continue. Il va pouvoir prendre n'importe quelle valeur entre sa valeur minimale et sa valeur maximale. Le signal numérique, lui, c'est un signal qui est discret, c'est un signal qui va pouvoir prendre que certaines valeurs définies entre la valeur minimale et la valeur maximale. Alors, les signaux, il y en a plein. Là, je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez un petit peu la différence entre les deux. Le critère est relativement simple. Si c'est un vieux truc, il y a de fortes chances que ce soit analogique. Si c'est un truc récent, il y a de fortes chances que ce soit numérique. À titre d'exemple, les signaux analogiques, on va les trouver sur les disques vinyles, sur les cassettes VHS ou les cassettes audio, autrement dit ce que vos parents utilisaient probablement, mais que vous ne connaissez pas ou très peu. 100 years ago, long before you were born, this was invented. This simply has one function, and it is to play music. There's no touch screen, there's no streaming. You listen to a tape, you started at the beginning, you ended at the end. You couldn't hit shuffle, you couldn't skip back and forth, you couldn't hit repeat. You listened to a tape as if you were sitting at a concert, but all in the ease and comfort of a walk. So they called it a Walkman, because you put it on your head and you could walk, man. Qu'est-ce qui se passe? Le vinyle, c'était un disque sur lequel on venait graver directement la vibration sonore et on réécoutait cette vibration. Les VHS et cassettes audio, on stockait de l'image et du son, mais là c'était la variation d'une bande magnétique. On faisait varier le champ magnétique sur cette bande. Pour ce qui est numérique, on va retrouver tout ce qui est CD, DVD, MP3, photo numérique. Là, ce sont des signaux qui ont été numérisés. Si on regarde la surface d'un CD ou d'un DVD, en fait, c'est juste des séries de bosses et de creux représentant des 0 et des 1. Donc, on a une variation qui est discrète. On n'a pas une évolution continue de notre signal. Alors, pourquoi est-ce qu'on est passé beaucoup de l'analogique au numérique? On va essayer de comparer un peu les deux pour comprendre leurs forces et leurs faiblesses. L'analogique, c'est grosse qualité, c'est que c'est une très bonne fidélité au son, vu que c'est continu. Si je prends le cas du son, si c'est un vinyle par exemple, on va avoir, comme je disais, directement la gravure de l'onde sonore qui arrive. Donc c'est extrêmement fidèle au signal initial. On va avoir un signal de très bonne qualité. Dans le cas du numérique, on est obligé de numériser, de découper notre signal, on en parle juste après. Et donc le signal a été déformé, donc on a une petite perte de qualité de notre signal, on n'a que certaines valeurs discrètes, on n'a pas toutes les valeurs disponibles, donc on va hacher un petit peu notre signal. Il n'y a qu'à voir, si vous prenez un MP3 de mauvaise qualité et que vous mettez le son un peu fort sur votre chaîne hi-fi, le son va très vite être déformé, il n'y a que les graves, on sent les enceintes qui ont du mal à sortir le son. Alors que sur un disque vinyle, que vous mettiez le son bas ou très fort, le son normalement sera de qualité égale parce qu'il n'y a pas toutes ces petites déformations là. Donc voilà, analogique, très bonne qualité, numérique, le signal est déformé, on a une légère perte de qualité. Alors analogique est de bonne qualité à condition que le support soit neuf et qu'il n'y ait pas de bruit. Alors qu'est-ce qu'on entend par bruit en physique? C'est tous les parasites, tous les signaux qui vont venir perturber ce signal-là. L'analogique, à partir du moment où il y a une petite variation, le son est déformé. Alors que dans le cas du numérique, il est très résistant au bruit. Pourquoi? Parce que vu qu'on a un niveau 0 ou un niveau 1, même si c'est un peu déformé, on va réussir à distinguer le 0 du 1. Donc on va garder énormément la qualité. En gros, qu'il y ait des interférences ou pas, le signal ne change pas. Alors par contre, le signal numérique, si vous avez de grosses pertes de bruit, le signal va disparaître complètement. Vous avez peut-être vu déjà sur une cassette VHS, quand la cassette vieillit, l'image se dégradait au fil du temps. Pourquoi? Parce que les diapos, il y avait du bruit qui se créait dessus, ça s'abîmait un petit peu, donc on perdait de la qualité. Pour un CD ou un DVD, même s'il vieillit, la qualité ne changera pas, sauf si les rayures sont tellement importantes que là on a une perte complète du signal et on n'arrive plus du tout à lire le DVD. Depuis quelques années, on est passé aussi à la télé
numérique. Avant, quand il y avait de l'orage ou des choses comme ça, sur de vieilles télé analogiques, on pouvait voir l'image qui se déformait. Maintenant, l'image ne se déforme absolument plus, vous avez une qualité qui est constante au cours du temps. Par contre, si jamais il y a vraiment de grosses interférences, ben là vous perdez complètement le signal. Alors je disais à l'instant que quand on va numériser un signal, on a une perte de qualité. Ici on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Alors comment on passe d'un signal analogique à un signal numérique? On utilise un CAN, convertisseur analogique numérique. Génial, ça paraît complètement logique, mais alors comment fonctionne ce convertisseur analogique numérique? Si je pars d'un signal analogique ici, qui évolue, j'ai pris une sinusoïde simple, le convertisseur, lui, a une grille de découpage. Pour ça, il a son pas de conversion verticale et sa période d'échantillonnage, j'en parlerai un petit peu plus tard. Alors comment ça fonctionne? En fait, il va comparer notre signal à sa grille. Tu m'aides pas du tout, là. Ben, mes pauses. Alors, pourquoi cette perte de qualité? Parce qu'on va avoir une numérisation. On passe du signal analogique au signal numérique. Pour ça, on utilise un convertisseur analogique numérique, ou comme disait Barack Obama, yes we can. Pardon. Et comment fonctionne ce convertisseur analogique numérique? Alors, le convertisseur, lui, il a une grille préétablie avec un pas vertical et une période d'échantillonnage horizontale. Donc là, si je prends un signal sinusoïdal classique, comment va fonctionner mon convertisseur analogique numérique? Il va comparer la valeur du signal à sa grille et ainsi maintenir une valeur sur sa période d'échantillonnage. Donc là, si je prends ici, mon convertisseur compare entre la valeur inférieure et supérieure, il garde la valeur inférieure et donc il va faire un trait ici. Pour le suivant, on voit qu'on est au-dessus de cette valeur-là, donc il crée un trait, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du signal. Alors on voit qu'en procédant comme ça, on a bien un signal qui est numérisé. Ici j'ai fait une numérisation sur 2 bits, donc j'ai 4 valeurs au total, et on voit que mon signal par rapport au signal initial est complètement déformé. Donc il va falloir, quand on numérise, adapter la période d'échantillonnage et le pas d'échantillonnage pour avoir un signal le plus fiable possible. Alors, le pas de numérisation, c'est quoi? C'est le nombre de valeurs disponibles, c'est le nombre d'intervalles que va utiliser mon convertisseur. Comment je calcule ce pas? En fait, c'est l'amplitude totale de mon signal divisé par 2 puissance n-1, n étant le nombre de bits disponibles. Donc plus n sera grand, plus le pas sera fin. Donc c'est pour ça que souvent on utilise du codage sur 8 bits, voire pour les hautes qualités, on peut monter jusqu'à 32 bits, ça va permettre d'avoir un pas très très fin et donc énormément de valeurs possibles. Et donc plus mon pas est petit, plus la fiabilité verticale sur mon signal, plus j'aurai de choix entre les valeurs différentes, et donc plus je serai proche du signal initial. L'autre paramètre important, c'est la période d'échantillonnage. C'est quoi cette période d'échantillonnage? Ça va être au niveau horizontal, la taille de mes petites barres de numérisation. Donc plus la période est faible, plus je serai proche de mon signal. Donc on parle généralement plutôt de fréquence d'échantillonnage. Plus la fréquence est élevée, plus mon signal sera de bonne qualité. Donc la fréquence, vous le savez, FE c'est égal à 1 sur la période d'échantillonnage. Donc pour avoir un bon signal numérique, il va falloir un pas le plus fin possible et une fréquence d'échantillonnage la plus élevée possible. Le seul souci de ça, c'est que plus le pas est petit et plus la fréquence est élevée, plus ça va représenter de 0 et de 1 pour représenter mon signal. Autrement dit, il va falloir énormément d'espace de stockage. C'est pour ça que plus vous avez un fichier de bonne qualité, plus il sera lourd. Je prends le cas des vidéos. Les anciennes vidéos qu'on trouvait en numérique, c'est souvent du format AVI, qui était sur 700 mégaoctets. La qualité est relativement faible. Si vous partez sur des fichiers vidéo de bien meilleure qualité, comme du MKV, on aura des fichiers qui vont vite peser 10, 15, 20 gigas, et donc c'est beaucoup plus lourd. Et il va falloir adapter le pas de numérisation et la fréquence d'échantillonnage à la qualité souhaitée et à l'espace disponible sur notre disque dur et voilà la taille du fichier qu'on veut utiliser. Alors à propos de cette fréquence d'échantillonnage et de cette période d'échantillonnage, le numérique a apporté des choses, des phénomènes assez sympathiques en termes visuels. Notamment, vous avez dû voir que quand on regarde une vidéo, quand une voiture s'en va,
on a parfois l'impression soit que la roue est arrêtée, soit que la roue tourne en arrière. The Koenigsegg team is on the runway testing cars for customer delivery. Ça va être un problème d'échantillonnage. Pourquoi? On a un effet qui est dit de stroboscopie, c'est-à-dire que la roue, elle, dans la réalité, elle tourne, mais que le fait de prendre des images à certains moments donnés vont déformer la réalité. Pourquoi on a l'impression que la roue tourne en arrière? En fait, c'est pas qu'elle tourne en arrière, c'est qu'entre la première et la deuxième photo, la roue a fait un 3/4 de tour. Mais notre cerveau, lui, il ne va pas imaginer le chemin plus long, il imagine le chemin plus court, donc il voit la roue qui va faire un quart de tour en sens inverse. Et donc, pourquoi est-ce que quand la voiture accélère, on la voit tourner en arrière, en avant, s'arrêter, etc. C'est parce que la fréquence d'échantillonnage va moins bien coller, enfin va se décaler par rapport à la vitesse à laquelle tourne la roue. Alors on peut avoir des choses vraiment sympathiques qu'on peut faire en TP, notamment grâce à des stroboscopes, pour voir la vibration d'un objet et arrêter cette vibration grâce à la stroboscopie. On prend la photo toujours au même endroit. Mais là, on est clairement sur un niveau au-dessus. Donner l'impression que l'eau est en lévitation. Non mais regardez, c'est vraiment beaucoup trop stylé. Regardez ça, c'est bien trop cool. Et donc, toutes ces questions de fréquence d'échantillonnage, période d'échantillonnage, sont extrêmement importantes dans le signal et dans la numérisation parce qu'on va très vite pouvoir déformer un signal si on fait un mauvais choix, soit dans le pas, soit dans la fréquence d'échantillonnage. La méthode de numérisation décrite précédemment s'applique plutôt à tout ce qui va être signal sonore. Alors la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour numériser une image? On va donc s'intéresser ici au codage 8 bits d'une image de type image en noir et blanc. On commence par le noir et blanc parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à comprendre dans un premier temps. Alors comme vous le savez sûrement, une image numérique est divisée en pixels. C'est quoi un pixel? C'est un petit carré qu'on va avoir sur l'image et chaque pixel va prendre différentes couleurs pour représenter au final une image. Alors, dans le cas d'une image noir et blanc, chaque pixel est représenté par une valeur entre 0 et 255. Pourquoi 0 et 255? Parce qu'ici je me suis intéressé à un codage 8 bits et on a vu que sur 8 bits on avait 256 valeurs possibles. Alors dans le cas d'une image noir et blanc, la valeur représente en fait la luminosité de chaque pixel. 0 ça représente le noir, 255 c'est un pixel blanc, et donc entre les deux on va avoir 254 nuances de gris qui vont être possibles. Donc si je m'intéresse à une image ici qui contient uniquement 6 pixels, j'ai blanc, noir, gris, blanc, gris, noir. Comment va être codée cette image? Du blanc c'est la valeur maximale, donc 255, le noir est à 0, ici le gris j'ai pris une valeur intermédiaire, donc 120, 255 pour le blanc, 120 de nouveau pour le gris et de nouveau 0 pour le noir. Et donc si je mets ça en binaire, on va obtenir un codage de ce type. On a juste pour une petite image comme ça, une grande série de 0 et de 1, chaque séquence de 8 correspondant à 1 pixel. Pour une image couleur, ça va fonctionner un petit peu de la même façon, mais cette fois, on a 3 valeurs qui vont être toujours entre 0 et 255, et chaque valeur correspond à l'une des couleurs primaires, rouge, verte ou bleu. Ainsi, l'image que j'ai ici, avec des pixels de couleurs différentes, pour le pixel blanc, on sait que le blanc, c'est la superposition du rouge, du vert et du bleu, donc toutes les valeurs seront ici à 255. Le noir, lui, toutes les valeurs seront à 0. Pour avoir du rouge, on met le rouge à fond 255 et les autres à 0. Pour le vert, c'est le vert à 255. Pour le bleu, c'est le bleu qui est à 255. Alors pour faire les autres couleurs, on va utiliser le principe de la synthèse additive, c'est-à-dire que en fonction de la quantité de rouge, de vert ou de bleu, on va provoquer des sensations visuelles différentes et donc on va créer des couleurs différentes. Ainsi pour un jaune, on sait que le jaune c'est la superposition du rouge et du vert, donc on met le rouge à 255 et le vert à 255. Le bleu, lui, reste à 0. Si je veux faire du cyan, le cyan c'est un mélange de vert et de bleu, on aura donc le vert et le bleu à 255, le rouge à 0, etc. Et pour faire toutes les couleurs, on voit bien qu'il y a énormément de possibilités. En fonction des valeurs entre 0 et 255 de chaque rouge, vert ou bleu, on va avoir plein de couleurs différentes et c'est comme ça qu'on va représenter une image. Donc là, je vous ai pas fait le codage en binaire, mais on peut imaginer que c'est encore bien plus compliqué que pour
on va multiplier encore par 3 la taille du signal binaire.